Une vie de Simone Veil, chapitre 4, Revivre, et je suis sur la partie 3, la troisième vidéo de ce chapitre, excusez-moi, je suis sur la troisième vidéo de ce chapitre, page 106, et je vais essayer de le terminer dans cette vidéo. L'année 1947 allait être celle de la clarification. D'une part, le tripartisme allait exploser, conséquence dans notre hexagone de la rupture entre l'Est et l'Ouest, consacrée par le rideau de fer. D'autre part, les gaullistes enracinaient et amplifiaient leur lutte contre le régime des partis. La 4e République n'allait ainsi pouvoir survivre qu'en résistant aux coups croisés des communistes et des gaullistes, paradoxalement unis pour la battre. En dépit de ces turbulences et contrairement à beaucoup de nos concitoyens, je confesse que le départ de De Gaulle en janvier 1946 ne m'était pas apparu comme une catastrophe nationale. Il avait tellement voulu jouer la réconciliation entre les Français qu'à mes yeux les comptes de l'occupation n'étaient pas soldés. Au procès de Laval, comme à celui de Pétain, il n'y avait pas eu un mot sur la déportation. La question juive était complètement occultée. Du haut au bas de l'État, on constatait donc la même attitude. Personne ne se sentait concerné par ce que les Juifs avaient subi. On peut imaginer ce que cela avait de choquant pour tous ceux dont la Shoah avait bouleversé l'existence. Plus tard, j'ai réalisé que la volonté politique du général allait au-delà de cet oubli. Il souhaitait mettre en veilleuse non pas seulement la question juive, mais tout ce qui était de nature à diviser les Français. L'opposition feutrée entre les Français, libres, et les résistants de l'ombre, les querelles entre les formations politiques, sans lesquelles il n'y a pourtant pas de vie démocratique. Tout cela lui rappelait une république qu'il n'avait pas aimée. Sa capacité de méfiance et de rejet était donc étendue, même avec des fidèles comme René Plévent, qui l'avait rejoint à Londres dès juin 1940, mais poursuivait un parcours politique sans allégeance, ou Raymond Aron, dont la liberté d'esprit était entière, De Gaulle entretenait des rapports parfois difficiles. Il avait besoin de rassembler autour de lui, et la vie parlementaire était à ses yeux une liturgie inévitable, mais qu'il convenait de tenir en lisière. Dans l'été 1948, Antoine a eu une nouvelle opportunité de travail, aussi intéressante que la première. Au moment où Pierre-Henri Tégen quittait le gouvernement, Alain Poher devint secrétaire d'État au budget. Comme attaché parlementaire, mon mari avait fait sa connaissance alors qu'il occupait le poste de rapporteur général du budget au Conseil de la République. Alain Poher lui avait proposé de faire partie de son cabinet, qu'Antoine a rejoint avec plaisir avant de partir un an plus tard en Allemagne, où Poher, devenu entre-temps commissaire général aux affaires allemandes et autrichiennes, l'a envoyé. Il s'agissait là d'une véritable aubaine pour Antoine. Poher lui promettait un poste dans un consulat qui lui laisserait le temps de préparer le concours d'entrée à toute nouvelle école nationale d'administration, qui attirait mon mari. Et quant à moi, vivre en Allemagne ne me posait pas de problème. Malgré la surprise de certains proches, qui avaient du mal à comprendre mon choix, j'y voyais l'opportunité de préparer notre avenir. Le 1er janvier 1950, nous sommes ainsi partis pour Wiesbaden, station thermale au bord du Rhin, située en zone d'occupation américaine, capitale du Land de Hesse. Nous y sommes restés 2 ans avant de passer une 3e année à Stuttgart, là encore au consulat où mon mari avait été nommé. Puis il réussit le concours de l'ENA et nous sommes rentrés en France en 1953. Après Pierre-Henri Tégen, Alain Poher a donc été notre 2e protecteur. J'ai gardé de lui le souvenir d'un homme aussi attentif aux autres qu'attaché à ses fonctions. Ces 3 années passées en Allemagne furent agréables. Je ne me suis pas senti gêné de me retrouver là, et pour une raison simple, nous vivions, comme les Américains, en totale autarcie. La piscine était américaine, les magasins aussi. Notre existence était confortable. Nous nous sentions libres. Faire un grand trajet jusqu'à Stuttgart ou Düsseldorf pour assister à un concert ne nous gênait pas. Nous allions aussi assez souvent rendre visite à Alain Poher
à Düsseldorf. Il y occupait un petit château qui nous impressionnait un peu, mais sans plus. Je me souviens d'avoir choqué quelques personnes en descendant l'escalier magistral sur la rampe. Nous nous sommes rapidement fait des amis, en particulier Roger Stéphane, qui séjournait de temps en temps en Allemagne, Alain Clément, correspondant du Monde, et nombre d'autres qui venaient passer quelques jours à la maison. Parfois, nous nous demandions quelle serait notre vie après cette parenthèse dorée, mais Antoine préparait son concours de l'ENA, tandis que je continuais moi-même vaguement à passer des examens de droit, sans d'ailleurs y consacrer beaucoup de temps. Je devais m'occuper de mes 2 enfants, encore en bas âge, et d'une imposante maison. En outre, je donnais un coup de main à Antoine en lui rédigeant des notes et des résumés de dossiers. Je découpais des articles du Monde, considérés à l'époque comme une bible en matière de documentation, et quand nous roulions en voiture, je lui en faisais la lecture. Malheureusement, notre séjour fut endeuillé par un drame. Grâce aux bons soins dispensés par notre oncle, ma sœur Milou avait pu reprendre une vie normale et suivre des études de psychologie. Après mon mariage, nous étions restés très proches et continuions beaucoup à nous voir. Pour moi, Milou représentait comme une seconde mère, l'ultime lien affectif qui me rattachait encore à ce passé que nous avions vécu toutes les 3 ensemble. C'est pourquoi, même si elle m'avait encouragé à cet exil, la séparation liée à mon départ pour Wiesbaden avait été douloureuse. Nous nous écrivions chaque semaine, refusant que la distance physique nous sépare l'une de l'autre. Puis, ma sœur avait épousé un ami, lui aussi psychologue, et un petit garçon, Luc, était né. À ma grande joie, ils étaient venus nous voir à Wiesbaden pendant l'été 1951. Nos maris s'étaient tout de suite bien entendus, tandis que Milou et moi renions avec nos conversations sans fin. L'été suivant, nouveau bonheur, tous vinrent passer 15 jours chez nous à Stuttgart. Le séjour se passa merveilleusement bien. Luc, qui avait un peu plus d'1 an, a fait ses premiers pas dans notre jardin. À la mi-août, tous 3 repartirent dans la petite 4 chevaux que mon beau-père venait d'acheter et dont il était tout fier. Le lendemain, alors qu'ils approchaient de Paris, ils ont eu un terrible accident de voiture. Milou est morte sur le coup. Son mari, qui conduisait, n'a rien eu. Immédiatement alertés, nous avons accouru. À l'hôpital, Luc, qui semblait ne souffrir de rien, est mort au moment où je le prenais dans mes bras. Une fracture du crâne non diagnostiquée lui avait été fatale. Ce double choc m'a anéanti. J'éprouvais le sentiment d'une terrible injustice, d'un nouveau coup du destin qui s'acharnait à nous poursuivre. J'avais beau avoir un mari, 2 beaux enfants, mener une vie agréable dans cette Europe en pleine reconstruction, fréquenter des amis jeunes et enthousiastes, c'était comme si la mort ne pouvait s'empêcher de rôder autour de moi. Depuis, la douleur de la perte de Milou et l'image affreuse de son fils s'éteignant de façon brutale ne m'ont plus jamais quitté. Ensuite, selon son rythme à la fois implacable et apaisant, la vie a repris son cours. Antoine reçu à l'ENA, nous sommes rentrés en France. Au premier semestre de 1953, effectuant un premier stage au Maroc, je l'ai rejoint à Safi. Et à partir de juillet, le stage s'est poursuivi à la préfecture de l'Inde et je l'ai accompagné à Châteauroux, où la famille s'est installée pour 2 mois. Le quotidien y était calme et très ennuyeux, même si nous nous sommes alors liés avec celui qui est resté un ami, André Rochelet, alors jeune sous-préfet à Issoudun. Le soir, nous jouions au bridge, parfois accompagnés du secrétaire général de la préfecture, et dans la journée, il nous arrivait, André et moi, de courir les antiquaires. Drôle d'époque où les hauts fonctionnaires de la République bénéficiaient de temps libre. Dans la journée, je promenais les enfants dans le parc de la sous-préfecture, et au fond de moi, je savais que ce genre de vie n'aurait qu'un temps. Et au fond de moi, je savais que ce genre de vie n'aurait qu'un temps. Dès que mon mari en aurait fini avec ses études, j'entrerais dans la vie professionnelle, et en attendant, je survolais mes cours de droit. Antoine suivait encore les cours de l'ENA lorsque j'ai mis au monde notre 3e fils, Pierre-François.
Le moment était venu d'annoncer à mon mari « Je vais m'inscrire au barreau ». Il n'en est pas question, a-t-il répondu à ma vive surprise, et je ne me suis pas laissé faire. Comment? Il a toujours été entendu que j'attendrais que tu sois sur tes rails et qu'alors je travaillerai. Maintenant tu as obtenu ce que tu voulais, tu es à l'ENA, tout va bien pour toi. Rien ne s'oppose donc à ce que je travaille. Je ne m'attendais pas à une réaction aussi négative de sa part. Comme jadis mon propre père avec maman, je découvrais que mon mari était gêné de me voir entrer dans la vie professionnelle. En outre, attaché à la rigueur et à la force du droit, il ne tenait pas les gens du barreau en grande estime. Là où je voyais considération envers les accusés et les victimes, il ne trouvait que versatilité et inféodation à la cause de clients capables de payer. Je crois que tout cela le dérangeait, la justice à la rigueur, mais sans compromis. On ne fréquente pas des avocats, leur métier n'est pas fait pour les femmes. Le débat a été rude, mais nous avons fini par trouver un compromis accepté de part et d'autre. Et par chance, il avait rencontré à travers ses différentes relations politiques un haut magistrat qui lui avait affirmé « Les femmes ont désormais leur place au sein de la magistrature. Simone devrait y réfléchir. » Et en effet, depuis 1946, les femmes étaient admises à s'inscrire au concours de la magistrature. Tel a donc été notre terrain d'entente. J'abandonnai ma vocation d'avocat au profit d'une carrière de magistrat, sans doute moins prenante, et lui acceptait que je ne reste pas à la maison pour élever les enfants et préparer le dîner. Il est vrai que pour y parvenir, il me fallait suivre un stage de 2 années et préparer les épreuves du concours, tout en élevant nos 3 enfants et en m'occupant de la maison. Le parcours était semé d'embûches, mais c'était mal me connaître que d'imaginer que j'abandonnerais la partie dès les premiers obstacles. Pourtant, ceux-ci n'ont pas manqué. Pierre-François a très vite attrapé la coqueluche. Ma belle-mère, toujours attentive à nos difficultés et secourable, est venue le chercher de Nancy. Heureuse époque où les belles-mères dépannaient leurs enfants en cas de difficulté. Il faut dire que mes beaux-parents, surtout mon beau-père, me soutenaient avec force dans mon désir de travailler. Pas plus eux que moi ne pouvaient donc accepter qu'une coqueluche infantile vienne se mettre en travers de ma route. En mai 1954, j'ai enfin pu m'inscrire au parquet général comme attaché stagiaire à l'issue d'une nouvelle discussion émaillée d'arguments qui se voulaient dissuasifs. Le secrétaire général du parquet de Paris et son adjoint, qui m'ont reçu, n'en revenaient pas. « Mais vous êtes marié, vous avez 3 enfants, dont un nourrisson. En plus, votre mari va sortir de l'ENA. Pourquoi voulez-vous travailler ?» Je leur ai expliqué que cela ne regardait que moi, et avec gentillesse mais insistance, ils ont tenté de me dissuader par tous les moyens. « Imaginez qu'un jour vous soyez contrainte de conduire un condamné à mort à l'échafaud. » J'ai répondu. « Vous savez, si cela devait arriver, si je faisais partie de la juridiction d'assises qui l'a condamné, j'assumerais. » Devant ma résolution inébranlable, ils ont fini par accepter ma candidature et ont ajouté « Tant qu'à faire, puisque vous êtes décidé, faites donc votre stage auprès de nous. » J'ai tout de suite accepté. J'avais 27 ans, des diplômes, un mari, 3 enfants, un travail. J'étais enfin entrée dans la vie. Fin du chapitre 4, Revivre. Et par ailleurs, si vous lisiez Une jeunesse au temps de la Shoah, qui était extrait d'une vie de Simone Veil, ça comprenait les 4 premiers chapitres, donc c'est également la fin du roman Une vie au temps de la Shoah. Voilà, je vais poursuivre par la suite Une vie de Simone Veil sur le chapitre 5, Magistrat. Merci bien.